Tout le monde, l'idée de la plénière ce soir, c'est de vous partager un travail que j'ai accompli au cabinet avec une stagiaire qui a été bien motivée. On a essayé d'utiliser le droit du travail pour protéger les victimes de violences conjugales. En gros, la question qui s'est posée, c'est vous avez une collègue, un ou une collègue, mais comme c'est quand même en majorité les femmes qui sont concernées, vous avez une collègue qui, vous voyez manifestement qu'elle est victime de violences et vous ne savez pas quoi faire. Alors évidemment, il y a ceux qui ne veulent rien faire, eux on n'en parle pas, mais ceux qui voudraient faire quelque chose et qui ne savent pas trop s'ils ont les moyens de pouvoir aider une collègue. Et on a eu l'idée de regarder dans le droit du travail et les dispositions du Code du travail s'il y avait des choses qui protégeaient les collègues qui voudraient aider ces victimes. Alors, la première chose, on a fait quelques slides juste pour vous donner les grandes interrogations qu'il peut y avoir. Vous savez qu'il existe des numéros d'urgence qui sont disponibles à peu près partout. Il suffit de taper ça sur Internet. Alors, évidemment, la victime peut appeler, mais une collègue peut le faire. À sa place. Et la question qui se pose par rapport au droit du travail, est-ce que vous pouvez le faire pendant votre temps de travail ou est-ce que vous risquez d'être sanctionné si vous le faites pendant votre temps de travail? Alors évidemment, vous ne serez jamais sanctionné parce que vous utilisez le téléphone de la société ou si vous utilisez votre téléphone portable pour appeler un numéro d'urgence pour une de vos collègues, ce ne sera jamais susceptible de sanction. En tout cas, ce sera injustifié, c'est certain. Donc, vous pouvez le faire. Donc déjà, ça, le savoir que sur mon lieu de travail, je peux appeler un numéro d'urgence parce qu'il faut savoir que souvent les victimes, elles n'ont pas l'opportunité de le faire quand elles sont chez elles. Le lieu de travail, ça peut être aussi un moyen où elles sont protégées. Donc, vous pouvez le faire pour elles. Vous risquez rien si vous le faites sur le plan de votre contrat de travail. Vous n'avez même pas besoin de demander l'autorisation et vous ne pouvez pas être sanctionné. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Vous pouvez appeler tous les numéros qui sont dispos sur Internet. Bon, moi, j'ai fait un guide, on les a répertoriés, mais ils sont accessibles. Vous avez même des messageries instantanées. Vous pouvez envoyer des messages avec des services spécialisés qui vous répondent en direct. Ça, c'est la première chose. Le deuxième slide qu'on a préparé, c'est le problème de la plainte. Alors, deux choses sur la plainte. Le commissariat ne peut pas refuser de prendre une plainte. On vous dit souvent, on va faire juste une main courante. Non, ils ont l'obligation de prendre votre plainte à partir du moment où vous dites que vous voulez vous constituer partie civile, c'est-à-dire que vous estimez être victime. Ils n'ont pas le droit de refuser de déposer votre plainte. Pour faciliter ça, vous pouvez accompagner votre collègue. Vous pouvez accompagner votre collègue au commissariat sans aucune difficulté. Vous serez reçu par les services de police pour pouvoir l'aider à déposer plainte. Pareil, vous pouvez le faire au temps et au lieu de travail. Vous ne serez jamais sanctionné par votre employeur parce que vous accompagnez une collègue au commissariat qui veut déposer plainte parce qu'elle est victime de violences conjugales. Ça, c'est les deux points importants. Quand est-ce qu'il faut agir? Il faut agir évidemment le plus vite possible parce que toutes les infractions, elles sont soumises à prescription des faits. Selon la catégorie de l'infraction, vous allez avoir une prescription. Donc, le plus vite vous le ferez, le mieux ce sera. La dernière chose qui est importante dans le fait de déposer plainte, c'est que le dépôt de plainte, ça vous permet, dans la plupart des cas, de faire cesser les violences. Ça vous permet de bénéficier d'une ordonnance de protection auprès du juge ensuite. Ça peut vous permettre aussi d'actionner des outils qui vous permettent de pas vous retrouver en situation précaire financièrement. Si vous avez déposé une plainte au commissariat pour violence conjugale, vous allez pouvoir bénéficier, et j'en reparlerai à la fin, mais vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle une démission légitime qui vous donne droit au chômage. Vous savez que normalement, quand vous démissionnez, vous avez le droit à plus rien. Sauf dans ce cas-là, où si vous avez déposé une plainte pour violence conjugale, vous allez avoir droit au chômage. Ça vous permet de quitter peut-être la ville dans laquelle vous êtes et de pouvoir vous installer ailleurs, en tout cas de fuir celui qui vous agresse, sans perdre financièrement plus que nécessaire, sans vous retrouver sans revenu. Ça vous donne aussi la possibilité, si vous avez déposé une plainte, d'obtenir une condamnation et de ne plus payer les loyers du conjoint violent.
Notamment, si vous êtes colocataire, vous allez pas être condamné à payer sa part de loyer. Voilà, d'où l'importance de déposer plainte, même si on sait que la plupart du temps, c'est le passage au commissariat qui est le plus difficile. Mais justement, une collègue qui est avec vous au travail peut lui dire « je viens avec toi ». Et parfois, ça peut aider et surtout, elle peut le faire en dehors de son cadre familial. Et donc, ça peut faciliter aussi. Donc, on voit bien que le droit du travail, ici, le cadre du travail peut permettre ce passage au dépôt de plainte qui va déclencher quand même un certain nombre de choses. Vous pouvez la rassurer. En tant que collègue, vous risquez rien. Le troisième slide, c'est de vous rappeler que toutes les agressions sont, pas toutes, mais la plupart des agressions, et quand vous avez une victime, ce sont des infractions pénales. Donc, si vous dénoncez une infraction pénale qui va de la menace au viol, vous ne pouvez pas être sanctionné pour ça. Le Code du travail, il vous protège à partir du moment où... J'ai Christophe qui est en main, dès lors que votre collègue vous explique, parce que vous la voyez mal et elle vous dit « oui, je suis menacée » ou si elle a été agressée physiquement, ça peut aller jusqu'au viol, etc. Même si ce n'est qu'une menace, ça reste une infraction pénale et vous avez la possibilité de l'accompagner au commissariat. Donc, on a listé, moi, dans le guide, j'ai relisté tout ce qui était infraction pénale, mais je me suis rendu compte dans la pratique que souvent, les gens pensent que la victime de violences conjugales, c'est uniquement une agression sexuelle ou des violences physiques. Non, une victime de violences conjugales, ça peut être aussi de la violence morale, et c'est une infraction pénale. C'est pour ça que c'est important de bien se poser la question quand il y a quelque chose d'anormal, et la plupart du temps, on bascule dans le code pénal. Qui dit bascule dans le code pénal dit protection par le droit du travail. À partir du moment où vous avez constaté, même si vous avez une idée, enfin vous suspectez que c'est quand même pas très légal, vous serez protégé. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on va des actes sexistes, des menaces, du harcèlement moral, sans qu'il y ait de conséquences physiques. On est dans le droit pénal. Vous basculez dans le droit pénal, vous serez protégé par le droit du travail. Et c'est beaucoup plus large que le viol. Donc là, moi, je pourrais vous envoyer les différentes infractions pénales, mais par exemple, une menace de mort ou une menace, ça, c'est une infraction pénale. Donc, vous pouvez accompagner votre collègue au commissariat ou en tout cas lui dire que non, c'est pas normal ce qu'elle vit. Tu peux mettre le slide après? Alors, la difficulté, souvent, qu'on rencontre, et là, je vais essayer de me placer côté employeur, qui est aussi un collègue, qui peut voir une de ses salariés en difficulté. Je me souviens de ce témoignage, je ne sais pas si vous avez regardé à l'époque cette grande enquête du Monde, là, au moment des Grenelles sur les violences faites aux femmes. Il y avait une enquête qui avait été faite et il y avait un témoignage d'une DRH qui avait constaté qu'une de ses salariées était manifestement victime de violences conjugales. Elle voyait le mari qui attendait, on la voyait dépérir sur le lieu de travail. Elle l'avait convoqué à plusieurs reprises en entretien pour savoir ce qu'elle pouvait faire pour elle, lui dire qu'il y avait des associations. Et bon, la salariée, malheureusement, est morte, mais la DRH était un peu démunie parce qu'elle ne savait pas vraiment quel était son pouvoir en fait en tant qu'employeur pour protéger une de ses salariés. On a toujours la question de la légitimité. Donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme pouvoir légitime de l'employeur à intervenir dans une question que beaucoup pensent une question de vie privée. Mais les violences conjugales, ce n'est pas une question de vie privée. Ça reste une infraction pénale. Donc, ce n'est pas privé. Ce n'est pas parce que vous tapez votre femme chez vous que c'est privé. C'est de la même manière que ce n'est pas parce que vous volez quelqu'un dans l'intimité que c'est privé. Une infraction pénale, ce n'est pas privé. Donc, il faut arrêter de penser que parce que finalement, ça ne se passe pas en entreprise, je ne suis pas concernée, de toute façon, je ne suis pas légitime pour agir. Non, il y a deux choses qui vous permettent d'avoir un pouvoir légitime en tant qu'employeur et d'intervenir auprès de cette salariée, et on ne pourra pas vous le reprocher, vous ne pourrez pas être poursuivi pour diffamation, accusation mensongère, atteinte à la vie privée. Non.
Vous avez deux moyens juridiques. Vous avez ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger, qui vous donne la légitimité d'agir. Vous suspectez que la personne est en danger. On s'en fiche qu'à la fin, le conjoint soit condamné pénalement. Au moment où vous le constatez, vous estimez qu'elle est en danger. Donc, vous êtes légitime à agir. Donc, vous avez un article du Code pénal qui vous permet en toute légitimité d'agir pour la protéger. La deuxième, en tant qu'employeur, alors vous avez tous entendu parler de l'obligation de sécurité de résultat, d'avoir à préserver la santé physique et psychologique de ses salariés. Alors souvent, quand on est employeur, c'est une obligation qui pèse lourd et qui peut être détournée de son objet, etc. Mais là, on s'est dit, finalement, cette obligation qui est plus une charge pour les employeurs va devenir un outil pour lui permettre d'agir. C'est-à-dire que pour une fois, c'est l'employeur qui va utiliser les dispositions du Code du travail pour se protéger lui dans ses actions. Et finalement, s'il voit une salariée qui n'est pas bien, même si les causes sont extérieures à l'entreprise, néanmoins, il voit que la salariée n'est pas bien. Il pourra s'appuyer sur cette disposition du Code du travail qui fait qu'il a une obligation de prévention, il a un droit à agir pour la protéger. Donc voilà, moi je voulais rassurer les employeurs qui auraient envie d'aider une de leurs salariés et qui ont peur finalement de faire des choses qui peuvent se retourner contre elles. Non, vous avez des dispositions légales, alors pénales, mais aussi dans le Code du travail qui peuvent vous permettre de légitimer votre action. Donc ça, c'était assez intéressant quand on a travaillé sur ce dossier et ça a vraiment fait écho un peu au désespoir de cette DRH qui était catastrophée de voir qu'elle n'avait pas pu sauver sa salariée. Je ne dis pas qu'elle aurait pu la sauver en utilisant ces deux moyens-là, mais peut-être que ça lui aurait permis d'aller un peu plus loin dans sa volonté d'agir, parce qu'elle avait vraiment une volonté de le faire. Mais à un moment, elle a été bloquée par le fait que la salariée ne voulait pas, ou finalement, la DRH n'a pas réussi à suffisamment rassurer sa salariée pour lui donner l'envie d'agir. Donc, si vous êtes sûr de vous au niveau de la légitimité de vos actions, mais c'est sûr que vous allez rassurer votre salarié en lui disant « mais vous inquiétez pas, moi j'ai le droit d'agir pour vous aider. Je peux agir, je peux faire écran, légalement j'ai le droit d'agir pour vous protéger. » C'est évident, je ne le dis pas à chaque fois, mais peut-être une fois sur 100, mais peut-être que cette personne, elle va se dire « bon, bah, si mon employeur a le droit de le faire, moi aussi j'ai le droit de le faire. » Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'évidemment, le principal blocage, il est psychologique et souvent, pour rassurer les gens, il suffit de leur dire qu'il y a une disposition légale qui vous protège et donc du coup, ils ont moins peur et ils vont peut-être sauter le pas et aller faire le dépôt de plainte, etc. Voilà. Alors, ensuite, il y a des dispositifs d'alerte dans l'entreprise qui sont là pour protéger la victime. Alors, quand vous avez des grosses sociétés, vous avez des représentants du personnel. Les représentants du personnel, ils ont la possibilité de mettre en œuvre ce qu'on appelle une alerte en cas de danger imminent. C'est-à-dire que s'ils constatent qu'il y a une salariée qui est vraiment en état de choc ou vraiment très mal, on peut considérer qu'il y a un danger imminent. Alors, je sais que le danger imminent, normalement, c'est sur le lieu de travail. Pourquoi pas se servir de ça pour déclencher, encore une fois, l'idée, c'est de dire à la victime, écoutez, nous, on déclenche des trucs qui s'appuient sur des dispositions légales. C'est quelque part, même si on détourne un peu les règles de droit du travail, parce que là, tout ce que je vous dis, on l'a un peu inventé. Il n'y a absolument aucune disposition jurisprudentielle qui s'est prononcée là-dessus. Là, on a inventé avec ma stagiaire. Mais on se dit que si les représentants du personnel disent à la victime « écoutez, nous, on déclenche une alerte », la victime va se sentir protégée, encore une fois, par des personnes qui vont faire écran. Et ça va peut-être lui donner le courage, après, de mener l'action. Donc, voilà, quand vous n'avez pas de représentant du personnel, vous avez la possibilité de le faire en tant que salarié. Et vous avez la possibilité d'alerter le médecin du travail, qui est quand même concerné par la santé des salariés sur le lieu de travail. Donc, une salariée qui va mal parce qu'elle est battue par son conjoint ou qu'elle est harcelée, c'est une question de santé. Donc, pourquoi pas les saisir?
Là encore, hein, on n'a pas de décision de jurisprudence sur ce point, mais c'est leur rôle. Même si ça n'aboutit à rien, encore une fois, la salariée, elle va se dire, en fait, ce que je vis est mal, et donc j'ai le droit d'agir. C'est ça l'objectif. Évidemment, vous pouvez joindre aussi l'inspection du travail. Alors, l'inspection du travail, son rôle, c'est pas de vérifier la santé des salariés, mais imaginons que le conjoint vienne sur le lieu de travail, qu'il y ait des altercations, etc. On peut faire intervenir l'inspection du travail parce qu'il y a un danger, parce qu'il a des pouvoirs de coercition aussi sur le lieu de travail. Encore une fois, tout ça, c'est l'extrapolation des dispositions légales, mais on n'est pas en dehors du cadre légal. Hein. Si on ne tente pas, de toute façon, on ne fera jamais avancer les choses. Voilà sur les outils d'alerte. Alors, je sais qu'il y a la question principale que tout le monde se pose, c'est, bon, ok, moi je suis témoin, mais j'ai pas envie, 1, de perdre mon boulot, 2, d'être poursuivi pour diffamation, 3, d'être poursuivi pour accusation mensongère, parce que si jamais la victime, elle se rétracte, et puis si finalement c'était pas vrai, et puis si finalement le conjoint, il n'est pas condamné pénalement, moi, j'ai pas envie que ça se retourne contre moi. Bon, c'est un peu naze comme raisonnement, c'est lâche, bon, tout ce qu'on veut, mais c'est humain. Hein, voilà. Bon, très peu de gens sont hyper courageux, comme moi, par exemple. Mais non, je rigole, mais c'est vrai, c'est humain qu'on puisse à un moment se dire, bon, ok, moi je veux bien aider, mais je veux pas que ce soit moi après qui me retrouve dans la merde. Donc, vous risquez rien. Voilà, je réponds, vous risquez rien si vous faites bien les choses. Qu'est-ce que c'est de la diffamation? C'est-à-dire que vous allez dire « je témoigne que ma collègue elle est victime de violences conjugales et puis il s'avère que le conjoint n'est pas condamné ou que c'est pas confirmé par la salariée ». Bon, évidemment, si vous le faites comme ça sous le coup de l'émotion ou sans avoir pris soin de vérifier, discuter avec elle, effectivement, on pourrait dire que vous avez été un peu léger. Mais vous ne serez pas pour autant poursuivi pour diffamation. Ce n'est pas parce que le conjoint n'est pas condamné que vous serez poursuivi pour diffamation. On est coupable de diffamation quand on a dénoncé des faits qu'on savait faux. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes de bonne foi, que vous croyez, vous étiez certain, ou en tout cas vous aviez vraiment un doute énorme, ben vous êtes de bonne foi. Donc on ne peut pas vous poursuivre pour diffamation. C'est à l'autre de démontrer que vous saviez que c'était faux et que vous l'avez fait dans l'intention de lui nuire. Franchement, alors il y a évidemment des dispositions du code, il y a des décisions de jurisprudence en matière de harcèlement moral où des collègues vont dire voilà, je dénonce mon supérieur, il a commis des actes de harcèlement moral tout en sachant que ce n'était pas vrai du tout. Bon, voilà, c'est quoi, c'est 3 décisions de jurisprudence. Donc c'est hyper dur de prouver que la personne qui dénonce des faits, et notamment une infraction pénale, qu'il savait que c'était faux. Donc il suffit que vous ayez un doute légitime, vous ne pourrez pas être poursuivi ni pour accusation mensongère, ni pour diffamation. Voilà. Est-ce que vous pouvez être sanctionné pour ça? Ben non. Alors là, pour le coup, il y a des dispositions du Code du travail qui vous protègent, ce qu'on appelle, vous savez ce que c'est, les lanceurs d'alerte. Donc là, pareil, moi je me suis dit, on va extrapoler. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui dénonce une infraction pénale sur le lieu de travail. Même si ça n'aboutit pas à une condamnation de l'employeur, etc., il dénonce. Il ne peut pas être sanctionné à partir du moment où il dénonce. Il ne peut pas être sanctionné par un avertissement, il ne peut pas être licencié, il ne peut pas être rétrogradé, etc. Donc là encore, si vous dénoncez quelque chose, une infraction pénale que vous estimez légitimement comme, en tout cas vous avez des indices sérieux qui laissent penser que vous êtes protégé. Et bon, voilà, on est toujours dans l'abus. À partir du moment où j'ai envie de dire vous êtes de bonne foi, franchement, les témoins, ils ne risquent pas grand-chose. Voilà. Bon, de toute façon, comme je vois personne, je ne sais pas si les gens posent des questions, je ne sais pas si les gens comprennent, je ne sais pas si je parle trop vite, mais c'est pas grave. Je mords sur WhatsApp. Alors, pareil, là, je me mets du côté employeur, celui qui a envie d'aider sa salariée.
Alors là, on a épluché tous les avantages qui sont liés au contrat de travail. Et là encore, on s'est dit plutôt, enfin, on va changer ce qu'on fait d'habitude, hein, les avantages du contrat de travail, c'est une contrainte pour l'employeur. On s'est dit, et si on prenait ces avantages du contrat de travail au service de l'action de l'employeur? C'est-à-dire, l'employeur veut agir, quels outils il peut avoir pour aider sa salariée? Eh bien, il y a le contrat de travail. Alors, je m'explique. Par exemple, vous avez une salariée donc, qui est en difficulté. Alors, au-delà du frein psychologique, de la peur d'aller au commissariat, de se dire oui, mais bon, ça va être compliqué, etc., dont on a parlé tout à l'heure, il y a souvent une question purement matérielle et financière. C'est-à-dire que la victime qui veut s'enfuir, souvent, ça implique qu'elle quitte son travail. Et elle ne peut pas se retrouver à la rue sans son travail. Donc, ce qui va la freiner dans sa volonté de mettre un terme à la situation qu'elle vit. Alors, imaginons que vous êtes employeur, vous avez une salariée, vous voyez que manifestement elle est victime de harcèlement, vous la convoquez en entretien et vous lui dites, écoutez, bon, évidemment, ça s'adresse aux sociétés qui ont un peu de latitude et qui peuvent avoir un établissement ailleurs, mais par exemple, vous pourriez la muter sur un autre établissement en lui accordant pendant un certain temps un logement de fonction, le temps qu'elle se retourne et qu'elle fasse une demande de logement social, ce qui lui permet de sortir tout de suite de sa situation sans perdre son travail, sans perdre donc les relations sociales qu'elle peut avoir grâce à son travail et sans perdre de revenus et en lui donnant droit à un logement parce que vous savez que alors soit un logement de fonction, mais si vous avez votre contrat de travail, vous avez plus facilement un logement. Donc l'idée, c'est qu'elle puisse s'enfuir grâce à son contrat de travail. Donc, vous pouvez utiliser ça, la mutation, donc liée ou pas clause de mobilité, de toute façon, vous vous mettez d'accord avec elle. Vous pouvez utiliser aussi les formations. Ça, c'est intéressant parce que vous pouvez l'envoyer en formation loin de son domicile avec les prises en charge que vous connaissez. Et ça lui permet, là encore, de s'extraire de la situation et peut-être de lui donner les moyens de se retourner vers une autre association loin de son domicile et pouvoir agir sans perte de revenus. Donc, j'ai trouvé que, bon, j'ai donné ces exemples-là, mais il y en a d'autres dans le Code du travail. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Non, bon, ça c'était surtout ces deux points-là parce que c'est assez facile de les utiliser. Vous avez aussi évidemment le congé sans solde. Donc, bon, mais là, elle n'a pas de revenus, mais ça peut être aussi un moyen de lui dire, écoutez, si vous voulez vous enfuir 6 mois dans votre famille à l'autre bout de la France, quand vous reviendrez, vous récupérez votre travail. Voilà, tout ce genre de choses qui fait qu'elle ne rompt pas son contrat de travail et ça la sécurise aussi dans ses actions. Et vous, en tant qu'employeur, vous avez fait ce que vous vouliez humainement faire en étant légitime du point de vue du Code du travail. Le dernier slide, qui peut être aussi un frein. Donc, quand on est une petite boîte et qu'on n'a pas la possibilité d'envoyer sa salariée dans un autre établissement, qu'on n'a pas la possibilité de l'envoyer en formation suffisamment longtemps et suffisamment loin de son domicile pour qu'elle puisse reconstruire, se défendre ailleurs, loin de son agresseur, on peut rompre le contrat, mais pour qu'elle puisse aussi qu'elle puisse aussi bénéficier du chômage. Alors évidemment, il y a la rupture conventionnelle, voilà. Mais vous avez, alors vous, sachez-le en tant que salarié, si votre employeur n'est pas d'accord pour une rupture conventionnelle, vous avez la possibilité, et ça c'est un des nouveaux cas de démission légitime, si vous déposez plainte, que vous démissionnez de votre job, vous serez pris en charge au titre du chômage. Donc vous avez quand même la possibilité de ne pas partir avec rien. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important de le dire à ses collègues, de dire, écoute, t'en peux plus. Si vous n'avez pas un employeur qui a envie de s'investir dans cette action, vous dites à votre collègue, écoute, va-t'en, de toute façon, si tu déposes plainte, je t'accompagne, et tu démissionnes derrière, tu seras prise en charge par le chômage. Donc, ça peut aider aussi à ce que la salariée puisse s'enfuir. Je passe sur, je reviens juste avant, sur le contrat de travail. Moi, je trouve que c'est hyper important que la salariée elle puisse garder le contrat de travail parce que vous savez que le contrat de travail, c'est un sésame pour beaucoup d'aides. C'est un sésame pour un logement, c'est un sésame pour obtenir des prêts. Par exemple, si elle veut s'enfuir et qu'elle veut acheter un bien loin de son domicile, si elle a un contrat de travail, elle pourra emprunter. C'est pour ça que le droit du travail là-dessus, le contrat de travail, si on peut le maintenir,
c'est vraiment un outil pour pouvoir s'enfuir. Voilà, je ne parle pas de l'aspect psychologique, mais là, vraiment, d'un point de vue purement matériel, c'est pour ça que si vous pouvez discuter avec les salariés ou votre collègue et lui dire, écoute, ton contrat de travail, tu peux partir à moindre coût, tu peux le faire. Matériellement, tu tiendras la route. Voilà ce que j'avais à dire en gros sur ce qu'on a essayé de rédiger. Alors, j'ai rédigé un guide qui est long, hein, Héloïse, parce qu'elle n'a pas tout lu, je le sais, mais un guide qui est long que je n'ai pas mis en ligne encore parce qu'on voulait tester, faire de la sensibilisation. Bon, après, il y a eu le Covid, donc du coup, on ne l'a pas fait. On le fera. Je ne pense pas que les victimes de violences vont disparaître. Et peut-être mettre en ligne un guide comme ça avec les outils. Mais l'objectif, c'est vraiment de rassurer ceux qui ont envie d'aider, que ce soit les collègues ou que ce soit les DRH, les employeurs. Parce que souvent, le défaut d'information fait qu'on ne fait rien. Bon, le droit du travail, c'est certes beaucoup de contraintes pour l'employeur, mais là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était plutôt positif et on pouvait détourner les dispositions du Code du travail. Encore une fois, peu importe qu'il y ait une condamnation pénale et que le conjoint finisse en prison, on s'en fiche. Ça relève après de la juridiction pénale et moi, je n'ai pas traité les aspects du droit pénal, mais sur le lieu de travail. Voilà, bon, moi j'ai fini. Hein, c'est très clair pour tout le monde, il n'y a pas de question, tout le monde dit que c'est